Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouvel État de l'art, qui est cet événement hebdomadaire qui nous permet de parler, de discuter d'une publication, d'une exposition, d'un événement, que sais-je d'autre encore, qui fait l'actualité en histoire de l'art. Et puis voilà, l'idée c'est d'avoir des échanges autour de ces publications ou autres événements, et ensuite d'avoir des moments d'échange avec les publics. C'est un rendez-vous qui est assez habitué, qu'on aime beaucoup, et je vois que Lucie Grandjean, qui est à l'origine de la programmation, mais qui a quitté depuis l'Institut national d'histoire de l'art, est parmi nous ce soir. Donc ça fait encore partie de la queue de programmation de Lucie, qui a eu cette très belle idée d'inviter Carole Halimi pour parler de la publication de cet ouvrage, Le tableau vivant, de David à Jeff Wall, et qui sera en conversation ce soir avec Bernard Vouilloux, qui prendra d'ailleurs le soin de la présenter plus en détail, qui est professeur émérite de Sorbonne Université. C'est vraiment un événement ce soir qui nous tient à cœur, parce qu'on aime beaucoup ce partenariat qui nous unit, le service des éditions de l'INHA avec le CTHS, ou le Comité des travaux historiques et scientifiques, qui permet depuis un certain nombre d'années, pratiquement 20 ans je crois, ou depuis les années 2000, milieu des années 2000, à des travaux de jeunes docteurs, donc de recherche émergente et surtout sélectionnés sur des critères d'excellence, de publier une thèse de doctorat, souvent un peu ou plus ou moins remaniée. C'est un appel qui a lieu tous les ans, donc je m'adresse ici aux doctorants et doctorantes qui peuvent être parmi vous, aux jeunes docteurs. Donc c'est un prix qui aboutit à cette publication, qui est à nouveau pour celle-ci, Le tableau vivant de David à Jeff Wall, une publication très soignée, dont on se réjouit toujours. Donc c'est vraiment un grand plaisir de donner un coup de projecteur sur votre travail, sur ce livre, et de le faire en votre compagnie. C'est ce moment où je me tais, je vous laisse la parole, simplement en précisant que traditionnellement, le format dure 1 heure, qu'il y a 45 minutes d'échange, et ensuite des questions de votre part, donc préparez-les, et surtout, n'hésitez pas. Bonne séance. Oui, alors je veux dire, pour commencer, d'abord vous dire, Carole, que je suis très heureux que vous ayez, et très touché, que vous ayez songé à moi pour la présentation. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour la présentation. Je pense que c'est nécessaire pour la captation. Ah, donc pour la présentation de cet ouvrage, dont la couverture, vous le voyez, s'affiche à l'écran. Alors je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, Carole Halimi est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Gustave Eiffel. Et pour ceux qui l'ignoreraient, ce livre a eu une longue genèse. Je ne sais pas si je peux donner des dates. Mais enfin, j'évoquais tout à l'heure la soutenance de thèse, la thèse ayant été préparée sous la direction de Jean-Claude Lebenstein à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Puis le prix d'Orsay, prix ex aequo, que la thèse a reçu en 2013, juste avant que Carole ne s'envole pour Rome, où elle a séjourné à la Villa Médicis pendant 1 an. C'était un séjour fécond, du reste, à beaucoup d'égards, parce qu'elle a dû réfléchir à l'avenir de sa thèse, à ce qu'elle en ferait, au livre qu'il deviendrait, et puis parce qu'elle a rencontré des artistes italiens, l'un à Rome, l'autre à Florence, Luigi Ontani et Luigi Presicce. La thèse figure dans la bibliographie de l'ouvrage, une bibliographie vraiment très riche, qui compte 18 pages, ainsi que 6 articles que Carole a publiés depuis, dont 2 dans des volumes collectifs d'ailleurs, l'un coordonné par Rickner et l'autre par Julie Ramos et Julien Pouy, auquel j'ai participé également. Donc, nos chemins, effectivement, se sont croisés depuis la soutenance de thèse, et même un peu avant, car je crois que notre première rencontre, on en est à la genèse, là, très lointaine, c'était à l'auditorium du Louvre pour une présentation de Passion de Jean-Luc Godard. Alors le livre lui-même, c'est un très bel objet de 400 pages, qui pèse bien son poids, magnifique papier, avec une iconographie abondante, un cahier central de 22 planches en couleur, des illustrations en noir et blanc dans le texte, 60 au total,
Une bibliographie donc, comme je l'ai dit, très riche, et un index fort utile de 5 pages. L'ouvrage comprend 7 chapitres, donc on évite le dispositif très lourd des thèses avec les parties et les sous-parties qui sont constituées par les chapitres. Les 3 premiers chapitres opèrent un cadrage à la fois historique et théorique, et les 4 chapitres suivants portent sur des pratiques médiales et des démarches artistiques. Et je précise d'ailleurs, c'est un point, me semble-t-il, important, que certaines de ces pratiques ne se revendiquent pas explicitement du tableau vivant, hein, mais partagent avec celui-ci un certain nombre de propriétés, de traits qui justifient pleinement qu'ils intègrent la réflexion qui est au centre de cet ouvrage. Alors, la spécificité de celui-ci est d'abord d'ordre historique. C'est le premier ouvrage. Je mets à part les colloques, qui sont des ouvrages collectifs, enfin les ouvrages issus de colloques ou de séminaires, et les catalogues d'exposition. C'est la première monographie portant sur le tableau vivant dans les arts plastiques de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'art contemporain stricto sensu, parce que les historiens de l'art ont leur propre chronologie, et l'art moderne pour eux commence à la Renaissance, ce qui est toujours un peu, étrange pour les littéraires pour qui la modernité, c'est Baudelaire, Manet, le milieu du XIXe siècle. Alors, il n'est pas inutile là de rappeler l'état de l'art au moment où Carroll s'est emparé du sujet. Il y a tout d'abord cette monographie extrêmement importante en anglais qui a été publiée en 1967, due à l'historienne Kirsten Graham Holmström, qui porte sur le monodrame, où Rousseau et Goethe se sont illustrés, entre autres, sur les attitudes qui sont liées inévitablement à la sulfureuse Lady Hamilton, et les tableaux vivants de Diderot à Goethe. Et on retrouve Goethe dans un autre ouvrage également important, celui de Birgit Sjöös, publié en 1999 en allemand, il n'a pas été traduit, et qui porte précisément sur les tableaux vivants à l'époque de Goethe. Il y a un intérêt de Goethe pour ce type de manifestation qui est sensible dans son voyage en Italie. Il raconte justement les séances auxquelles il a assisté. Il y a ce voyage aussi, ce séjour dans les pinacothèques romaines où la dernière mode, la dernière vogue est de les visiter à la lueur des torches la nuit tombée. Ça, c'est extrêmement important pour la mise en mouvement des formes statiques. Précisément. Et puis, il est lié à l'organisation de tableaux vivants à la cour de Weimar. Et puis, excusez-moi de me mentionner, mais enfin, le livre est là, c'est celui que j'ai commis, le tableau vivant Phryné, l'orateur et le peintre, publié en 2002, qui a été réédité d'ailleurs en champ, édition révisée, en 2015. Je ne traite du tableau vivant que dans l'introduction. Ceux qui chercheraient dans ce livre une histoire du tableau vivant en seront pour leurs frais, parce que ce qui m'a requis, en fait, c'est comment le tableau vivant a été préparé, en quelque sorte, par la façon dont des corps sculptés, peints, font tableau, comme on dit. C'est sur cet effet-là, depuis l'Antiquité, tant en peinture et sculpture que dans l'art oratoire, c'est cet aspect-là qui m'a requis.
Alors d'ailleurs, et ça c'est un point de passage, je crois, entre nos approches, quand j'ai commencé à travailler sur le tableau vivant, je me sentais très seul, parce que j'ai commencé au début des années 1990, parce que le seul parmi nos grands contemporains à parler de manière audible du tableau vivant, eh bien, c'était Pierre Klossowski. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Le paysage a bien changé depuis la fin des années 1990, car on a vu les expositions, les colloques, les journées d'études, les séminaires se bousculer sur ce chapitre. Donc l'ouvrage de Carole est vraiment la première grande synthèse sur une période qui court de David, elle la prend même un peu avant, jusqu'à nos jours. Je citerai pour terminer cette brève introduction quelques lignes de la présentation qu'elle a faite de son ouvrage, à la page 10, établir comment le tableau vivant peut intéresser notre présent et participer d'un renouveau du langage artistique en prise avec les enjeux esthétiques contemporains. Voilà. Donc, à vous. Merci beaucoup Bernard Vouilloux de cette présentation qui effectivement remonte un petit peu dans le temps et dans les étapes qui m'ont amené à la fois à soutenir une thèse sur le tableau vivant et puis à la transformer en livre. Alors effectivement, c'était un projet de longue haleine parce que la thèse était beaucoup plus importante et que les nécessités éditoriales faisaient qu'il fallait réduire énormément. Et je voulais néanmoins conserver le projet initial qui était de partir du milieu du XVIIIe siècle et d'arriver à l'histoire de l'art contemporain. Donc nous avons réussi je dis nous parce que évidemment ce livre n'aurait pas vu le jour sans l'aide précieuse des équipes de l'INHA et tout particulièrement, je le dis, Katia Bienvenue qui a suivi le projet du début jusqu'à la fin et ça a été long. Donc c'était effectivement difficile de conserver à la fois la partie historique dans son détail, dans tout ce qu'elle avait de complexe, dans tout ce qui était un peu aussi plus difficile d'accès pour moi, et en même temps relier tout ça à la partie contemporaine, puisque l'objectif c'était effectivement de voir comment les artistes contemporains utilisent ce que j'ai fini par appeler un procédé ou une pratique. Donc ils n'utilisent pas le tableau vivant, ils utilisent un procédé ou une pratique pour faire tout autre chose, pour faire du Bill Viola lorsqu'il s'agit de Bill Viola ou du Jeff Wall lorsqu'il s'agit de Jeff Wall. Donc il ne s'agit pas, encore comme l'a dit Bernard Vouilloux, d'identifier les œuvres, par exemple, de Jeff Wall ou de Bill Viola comme étant des tableaux vivants, puisque le tableau vivant, lorsqu'il est pratiqué dans la vie courante et en tant que pratique d'amateur, la finalité est d'arriver à un point de ressemblance, entre guillemets, avec une figure d'origine qui peut être un tableau, qui peut être même une scène historique, qui peut être ce que j'ai appelé aussi un imaginaire référentiel. C'est le propre du tableau vivant que de s'articuler à une référence. Voilà. Donc imaginaire référentiel permet d'englober aussi les approches contemporaines comme celle par exemple de Cindy Sherman dans les Untitled Film Still, où au fond elle ne va pas se référer à
une image, un tableau, mais plutôt un univers cinématographique des années 60, par exemple. Et c'est au fond cela que l'on va retrouver, mais sans précisément retrouver une image spécifique. Donc, l'appropriation que les artistes font du tableau vivant diffère, bien entendu, de la pratique que peuvent en faire les amateurs, parce que c'est aussi un divertissement d'amateurs, justement, et c'est aussi cette propriété qui m'a intéressée dans le tableau vivant, à savoir cette frontière un peu ténue entre l'artistique et la vie et la vie courante. Donc on est toujours entre deux choses, en fait. Ça aussi, ça a été une des clés de compréhension, je dirais, du tableau vivant, progressivement. C'est de ne pas essayer de le situer dans une catégorie, mais plutôt de le saisir toujours comme quelque chose qui est entre deux catégories. C'est ce que j'ai fait ressortir dans une des phrases de cette introduction. Cet essai montre comment le tableau vivant se situe entre les arts, puisque c'est intrinsèquement une pratique intermédiaire. Goethe, dont a parlé Bernard Vouilloux, succinctement, il en est évidemment question longuement dans l'ouvrage, mais parler du tableau vivant comme d'un hermaphrodite entre peinture et théâtre. Donc on est bien entre peinture et théâtre. Donc l'intermédialité, elle est propre au tableau vivant, ça c'est une chose. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est jamais, voilà, ce n'est pas dans le vif, mais c'est entre le vif et le figé, comme je l'ai spécifié là, entre le réel et l'illusion. Goethe, on reprend souvent cette citation de Goethe qui explique que les tableaux vivants, ça c'est dans le roman Les Affinités électives, parce qu'il y avait une superposition au fond du réel et de l'illusion, lorsque le spectateur regarde un tableau vivant, eh bien cela produisait une sorte d'impression d'angoisse, dit-il. Et effectivement, on est entre le réel et l'illusion. On est toujours entre deux registres. Voilà. Donc ça a été effectivement une clé de compréhension que j'ai progressivement, disons, fait ressortir également dans l'ouvrage. Alors, donc les artistes contemporains, comme je le disais tout à l'heure, effectivement détournent cette pratique qui est une pratique finalement que tout le monde peut réaliser. Le dernier événement en date et qui a créé une sorte de mode des tableaux vivants sans que l'on en parle, sans que l'on évoque le terme. Donc c'est pour ça que cet ouvrage peut-être a du sens aussi à cet égard, c'est-à-dire qu'au fond, peut-être qu'on pourra identifier la pratique qui a été réalisée notamment durant les confinements en 2020, et c'est des challenges qui ont été lancés par les internautes de Hollande, puis repris par les musées, qui consistaient à demander aux personnes empêchées de sortir, et donc dans un profond ennui d'une certaine manière, à se saisir de trois éléments de leur quotidien pour reproduire un tableau. Et ça a eu un succès effectivement étonnant. Il y avait même des réalisations assez intéressantes. Mais ce n'était pas du tout des artistes. Et néanmoins, ça a intéressé tout de suite les musées parce que c'était un moyen de faire valoir aussi les collections des musées à un moment où on ne pouvait plus se déplacer. Et par ailleurs, il y a eu une exposition même à Lille, au Palais des Beaux-Arts, des réalisations. Donc au fond, c'est un phénomène. C'est pour ça que je commence par la phrase de Roland Barthes qui dit que le tableau vivant est plus personne n'en fait plus.
Non, plus personne n'en fait. Je ne sais plus comment il le dit exactement. Et effectivement, non. Non, c'est quelque chose qui est revenu récemment à la mode. Alors pourquoi Là, je ne vais pas, moi, analyser ce phénomène et j'en parle pas en détail dans le livre. Mais simplement, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, j'ai remarqué que c'était lié à des périodes d'ennui. Parce que dans le roman Les affinités électives, c'est lors des longues soirées d'hiver, je crois. Lorsque Grimm décrit la pratique du tableau vivant en 1765, il décrit des sociétés choisies qui, à la campagne, alors je ne sais plus s'il dit à la campagne, mais en tous les cas, les soirées d'automne cette fois. Donc on est toujours dans une manière de conjurer l'ennui et de rechercher finalement comment s'emparer aussi physiquement des images. Alors il y a aussi toute une vertu effectivement éducative au début du tableau vivant, et puis une évolution quelque peu différente au XIXe siècle notamment, puisque le corps intervenant dans un tableau vivant, eh bien, le corps vient aussi troubler l'effet de reconstitution, et au XIXe siècle, au fond, c'est la dimension érotique des tableaux vivants, bien souvent, qui l'emporte. Alors, je caricature un petit peu, mais bon, tout cela est détaillé, bien évidemment, dans l'ouvrage. Alors, en tous les cas, ce que je voulais mettre en avant, effectivement, en m'appuyant sur cette ce petit texte d'introduction, c'est cette affaire de procédé, de pratique, de ne pas désigner le tableau vivant comme une chose, disons, qui identifierait une œuvre. Non, c'est un procédé, c'est une pratique. Elle est réinvestie par les artistes contemporains, mais pour effectivement aller vers leur sujet, au fond, de travail. Et cette question aussi de toujours situer le tableau vivant en étant entre les registres. Alors, j'ai aussi spécifié dans l'introduction, la pratique du tableau vivant repose sur la reproduction par une ou plusieurs personnes des caractéristiques du tableau ou de la sculpture en lien avec un imaginaire référentiel. Donc, une ou plusieurs personnes parce que, de fait, dans l'ouvrage, dans les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires, la plupart du temps, on nous parle de groupement de personnes, de groupes, d'effets de groupe, au fond. Mais on peut voir dans les pratiques de notamment Luigi Antani, ou même Cindy Sherman, et tout un chapitre au fond, où le tableau vivant se décline au singulier. Hein. Il y a Sumasa Morimura également, dont je vais montrer quelques images. Donc, ça n'est pas une affaire de groupe, c'est plutôt une affaire de reproduire cet imaginaire référentiel et de reproduire quand même ce que Bernard Vouilloux appelait faire tableau, c'est-à-dire un effet de tableau ou de sculpture au moyen du corps. Et j'ai même pas employé le corps vivant parce que certains artistes contemporains ont fait des tableaux vivants avec des corps qui n'étaient pas vivants. Alors, je n'en parle pas, mais c'est Wittgen, notamment, Joel Peter Wittgen. Donc, au fond, ce n'est pas une spécificité non plus que d'utiliser un corps vivant. Mais néanmoins, l'articulation à un imaginaire référentiel me paraît essentielle. Voilà. Alors, bon, je n'ai pas non plus différencié sculpture et peinture. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, notamment dans le dictionnaire, par exemple, historique du théâtre et des arts qui s'y rattachent, alors il est question du tableau vivant, dictionnaire d'Arthur Pougin, eh bien, à la définition de tableau vivant, on parle à la fois du tableau, de la manière de réaliser des tableaux vivants au théâtre et des tableaux et des sculptures. Le dispositif change, les accessoires changent, mais au fond, on appelle cela tableau vivant. Voilà. Et c'est vrai
il y a aussi un élément, c'est qu'il faut distinguer plusieurs histoires. Le tableau vivant, c'est au fond une histoire de définition. C'est pour ça que là, j'arrive à une définition qui englobe aussi les arts contemporains. Mais c'est une histoire de définition. On ne définit pas de la même manière le tableau vivant au XIXe siècle qu'au XXe siècle. Même dans les dictionnaires, par exemple le dictionnaire d'esthétique d'Étienne Souriau, l'accent va être mis sur le suspens et la reprise du caractère au fond de l'instant de la peinture. Et dans le dictionnaire Larousse ou dans le Littré, on met plutôt l'accent sur au fond l'effet de composition et les accessoires, etc. Donc il y a une histoire de définition. Il y a aussi une histoire de la locution tableau vivant. Et c'est vrai que toute la partie que Bernard Vouilloux a consacrée au tableau vivant dans son ouvrage m'avait beaucoup aidé dans cette compréhension déjà de certaines étapes, en fait. Donc il y a une histoire de la locution qui est assez différente, et puis une histoire de la pratique du tableau vivant, parce qu'au fond, elle ne commence pas au XVIIIe siècle, mais il y a bien des antécédents également, à partir du Moyen Âge, et peut-être même avant. Alors moi, je ne suis pas allée. Là, j'ai fait un état des lieux, si vous voulez, sur le plan historique, parce que je suis spécialiste en histoire de l'art contemporain. Il y a néanmoins énormément de textes consacrés finalement au XVIIIe, au XIXe dans l'ouvrage, mais on pourrait peut-être, enfin, des spécialistes d'art antique pourraient sans doute trouver des antécédents. Alors moi, pour me sortir de cette difficulté, j'explique qu'au fond, le tableau vivant bien s'inscrit dans la lignée des simulacres et donc emboîte le pas au mythe de Pygmalion, puisque, comme l'écrit Stoïchita dans son ouvrage sur Pygmalion, c'est au fond un élément... c'est un peu le point de départ de l'histoire des simulacres. En tous les cas, c'est une figure de départ. Et il est effectivement beaucoup question aussi de cette affaire de simulacre, alors par différents biais, par l'intermédiaire de Klossowski en premier lieu, mais c'est une notion qui traverse un peu tout le livre. Alors je ne vais pas tout détailler, hein, mais effectivement on peut néanmoins passer sur quelques images qui sont celles du livre. Alors j'ai pris volontairement les planches du livre. Alors pourquoi dans le titre également j'ai rapproché David et Jeff Wall? Parce qu'il y a, à mon sens, un lien, et ça m'intéresse de faire des liens aussi esthétiques entre des images qui sont très éloignées dans le temps. Et le lien et le rapprochement que j'ai pu faire, c'est par l'intermédiaire de la notion de tableau, en m'appuyant évidemment sur le texte de Roland Barthes, Diderot, Brecht, Eisenstein, un texte de la fin des années 70, et la figure de Barthes est très présente dans le livre à travers énormément d'autres textes, parce qu'il s'est intéressé au tableau vivant, il s'est intéressé au théâtre, et au fond, pour moi, le tableau vivant a aussi été un moyen de m'intéresser à ce que le théâtre faisait aux arts visuels, et une manière dont, au fond, on pouvait... comment les arts visuels aussi inscrivaient le théâtre à l'intérieur d'un dispositif qui est à la fois muet, sauf quand évidemment c'est une vidéo, mais néanmoins qui repose sur l'image en fait. Alors David et Jeff Wall, c'est la question du tableau, et c'est aussi cette affaire de théâtre, hein, puisque Jeff Wall renouvelle au fond la photographie en
en introduisant ce qu'il appelle le jeu d'acteur à l'intérieur de la photographie, et donc en étant aussi dans cet espace entre l'image qui pourrait sembler être une image de reportage qui saisit une scène sur le vif, et en même temps une image composée comme un tableau. Et en voulant également poursuivre ce qu'il appelle pas la mission, mais en tous les cas l'idéal, hein, du peintre de la vie moderne. Donc au fond, en voulant poursuivre une tradition picturale mais avec d'autres moyens, et notamment cette lightbox, le caisson luminescent, etc. Donc, si vous voulez, le lien entre David et Jeff Wall, il se fait par cette question du tableau et d'autres points. Alors, le cheminement du livre, en fait, est chronologique, c'est-à-dire qu'il y a, comme l'a dit Bernard Vouilloux, 4 chapitres historiques non, 3. 3 historiques et 4 voilà. Mais en fait les chapitres disons qui se rapportent à l'art contemporain sont en constante articulation avec ces 3 premiers chapitres qui permettent vraiment de comprendre le tableau vivant et de mettre en avant les éléments clés qui se retrouvent. Donc ils se répondent en fait, tout comme l'œuvre là de David et de Jeff Wall se répondent. Alors justement, Jeff Wall est abordé dans un chapitre qui s'appelle la dramaturgie des corps. Donc c'est là où il est question de théâtre, etc. Il est aussi question de Bill Viola dans ce chapitre, mais c'est un chapitre qui est tout à fait en lien avec le tout premier chapitre qui s'appelle Intermédialité et performativité du tableau, où il est question de David, Diderot, de la question du tableau, etc., et qui est au tout début du livre. Donc on a sans cesse des correspondances qui s'établissent entre des œuvres, effectivement, du passé et des œuvres plus contemporaines. Et je crois que ça peut être un peu la spécificité aussi de cet ouvrage, parce qu'au fond, c'est une affaire très subjective de ce point de vue, mais que j'ai élaboré du mieux possible, c'est-à-dire en la rendant scientifiquement viable, si j'ose dire, et donc ce n'est pas une fantaisie non plus de ma part que de rapprocher, de réunir ces œuvres. Alors là, c'est encore une image qui est dans la partie sur la dramaturgie des corps et qui a à voir avec Bill Viola. Donc effectivement, d'autres enjeux pour Bill Viola, des enjeux d'ordre plus spirituel, des enjeux liés à la dimension de catharsis, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée que le tableau dans la série des passions, eh bien, prend en charge les peines du regardeur. Et ce qui est intéressant dans le tableau vivant, et je pense que cette série des passions, elle est de ce point de vue très, très riche, parce qu'elle permet de mettre en mouvement des tableaux et de ce point de vue, au fond, de mettre en jeu ce phénomène aussi de catharsis en étant à la frontière de l'image et du théâtre réellement, et de quelque chose qui est joué et qui se déroule dans le temps, etc. Donc, enjeu, oui, plus lié à cette dimension. Bon, ça, évidemment, tout ça est développé bien plus en détail. J'évoque aussi les photographies de Nan Goldin, qui pourraient paraître éloignées du tableau vivant, parce que je mets vraiment l'accent sur le fait, et Barthes le fait aussi dans sa définition du tableau, sur le fait que le tableau est artificiel. Ça repose sur l'affaire de la composition. Et donc Nan Goldin, apparemment dans sa photographie, et c'est l'impression qu'elle donne,
ne relève pas de l'artifice, elle relève de la captation immédiate, la plus immédiate possible de la vie qui se déroule sous ses yeux. Néanmoins, il y a un peu comme on va dire des tableaux vivants de hasard, semble-t-il, mais en tous les cas des images qui créent une circulation entre des images de l'art et des images du vivant. Et elle a d'ailleurs développé ça dans une exposition qui était des images et des corps qui était dédiée à Patrice Chéreau, où justement elle articulait ses propres images, ses propres photographies à des images de sculptures, de tableaux, etc. Donc il y a cette idée de circulation entre l'art et le vivant à l'intérieur du travail de Goldin, et c'est vrai que je l'ai aussi rapproché d'une approche liée à la performance, plus qu'à la... Enfin, c'est une photographe, mais au fond, elle fait de ses photographies comme des performances. C'est un peu ce que j'ai développé aussi. Bon, je ne détaille pas. Alors, je ne sais pas si je peux développer encore où on rentre dans une discussion. Alors, il est aussi question dans cette partie d'une artiste qui s'appelle Eleanor Antin et qui, elle, vient de la performance, est arrivée à des photographies un peu monumentales qui ont des allures de péplum. Et dans le livre, c'est vrai que dans le cahier couleur, il a fallu faire des choix, des rapprochements d'images, et elle se retrouve à côté de Gérôme, parce qu'il est longuement question aussi de l'effet de tableau vivant de la peinture Pompier et de la manière dont Jérôme a exploité, au fond, la mise en parallèle du corps sculpté et du corps vivant. Alors, pas seulement dans ses tableaux, mais aussi dans des photographies d'ateliers où il a fait poser le modèle à côté de la sculpture qu'il avait réalisée. Et au fond, en se servant des atouts de la photographie pour faire valoir, c'est en tous les cas l'hypothèse que j'émets, la supériorité de l'art sur la nature. Mais ça, c'est le choix de Jérôme, et d'autres... effectivement, feront autrement. Mais en tous les cas, donc Eleanor Antin et Jérôme se retrouvent à côté parce que, je ne développe pas là, mais cette œuvre d'Eleanor Antin qui fait partie d'une grande série qui s'appelle Les Derniers Jours de Pompéi et qui s'appuie sur un roman de Bulwer-Lytton du même titre, qui a donné lieu à des péplums, etc. Puis elle réinvestit tout cet imaginaire-là. Et en même temps, on retrouve de très près les descriptions que fait Émile Zola dans La Curée, de scènes de tableaux vivants, puisque Goethe n'est pas le seul à avoir inscrit des tableaux vivants dans ses romans. Il y a eu aussi Zola, enfin il y en a d'autres. Et il y a un chapitre, effectivement, dédié justement à cet usage aussi littéraire du tableau vivant. Et donc dans le roman de La Curée, il est question de la grotte de l'or, à un moment donné où les personnages agonisent sous une pluie de pièces d'or. Évidemment, c'est pour Zola une manière de mettre en avant le simulacre de cette société, de cette bourgeoisie du Second Empire qui s'enrichit sur la spéculation immobilière. Mais au fond, on a ce parallèle avec Eleanor Antin qui fait de manière assez claire aussi référence aux excès des sociétés post-industrielles et capitalistes. Alors on a, disons, voilà, des allers-retours comme ça qui s'établissent entre le 19e siècle et le 20e siècle en permanence. Alors, les tableaux vivants au singulier, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il y en a tout un chapitre qui commence par Cindy Sherman et qui s'appelle « Habiter les représentations », parce qu'au fond, il est question d'investir physiquement, mais alors cette fois avec
C'est l'artiste seul, bien souvent, qui investit des représentations relativement codifiées ou qui font partie justement d'un imaginaire artistique plutôt lié à la culture occidentale. Hein. Alors bon, je ne vais pas détailler, on pourra rentrer dans ces aspects, puisque je distingue néanmoins la pratique de Cindy Sherman qui repose quand même sur une recherche, une interprétation et un investissement, je dirais, psychique. D'ailleurs, elle travaille seule. Elle ne travaille pas avec une armée d'assistants et elle travaille enfin en tous les cas à cette époque-là, en déclenchant elle-même l'appareil photographique. Donc il y a un investissement, oui, de nature psychique qui ne se retrouve pas forcément dans chez les autres artistes que j'aborde dans ce chapitre, hein, Yasumasa Morimura. Alors Luigi Antani est un peu entre les deux. Et en tous les cas, là, ce chapitre, effectivement, met l'accent sur cette manière d'habiter les représentations. Alors, avec des enjeux différents, l'hybridation chez Yasumasa Morimura, la traversée pour la traversée par le simulacre avec Luigi Antani. Et puis, donc ce chapitre est en écho assez clair avec un chapitre de la partie historique qui s'intitule alors j'ai plus le titre en tête. C'est l'exposition. Alors je l'avais changé. C'est l'exposition du corps, attitude, pose et vanité en fait. Voilà. Et effectivement, attitude, pose et vanité. Oui. Et là, il est question de Lady Hamilton. Là, il y a deux versions, hein, une version plus austère et plus sage et plus artistique du travail de Lady Hamilton, avec la version qu'en donne Friedrich Rehberg, et puis la version plus humoristique et en même temps qui tient compte effectivement de tout ce qui pouvait circuler autour des attitudes de Lady Hamilton, donc, et du dispositif au fond mis en œuvre par son époux Sir William Hamilton, qui montre à toute une société choisie à la fin du XVIIIe siècle, sa jeune épouse prenant des poses de figures de l'Antiquité. Alors les attitudes sont assez différentes du tableau vivant, mais enfin il y avait chez Sir William Hamilton aussi un cadre doré qu'il avait prévu pour que son épouse prenne aussi des poses de tableau. Donc bon là la caricature de Rowlandson met l'accent sur le dispositif voyeuriste, hein, de ces attitudes, et en redoublant les pères de Dieu avec la présence, on voit mieux ici, des binocles et des loupes, etc. Donc pour effectivement voir de mieux en mieux. Et cette atmosphère lascive qui finalement contamine les sculptures autour qui commencent à vivre et à s'étreindre. Donc voilà, on a tout une manière différente aussi de voir ces attitudes. Mais il est vrai que la figure de Lady Hamilton fait aussi écho à celle de la comtesse de Castiglione, que j'aborde aussi dans ce chapitre, et qui était et se présentait aussi comme un tableau vivant à ses contemporains. Alors là, je ne vais pas détailler, mais elle a passé longtemps au lieu d'écrire ses mémoires, au fond, à remettre en scène les apparitions un peu étonnantes qu'elle avait pu faire au bal des Tuileries, à la cour ou à d'autres occasions. Donc c'est une mise en scène de sa propre vie,
et elle se vit elle-même, et elle est perçue aussi par les autres comme un tableau vivant. Les photographies des jambes de la Castiglione, justement, pouvaient circuler, être utilisées par les artistes, etc. Donc on a, au fond, des figures comme ça qui font écho indirectement à ces pratiques plus contemporaines qui sont apparues bien plus tard, que j'ai évoquées avec Sherman, Montagny ou d'autres. Et ce qui est intéressant aussi dans le tableau vivant en général, c'est cette jonction entre différents imaginaires et différentes époques. Puisque là, c'est une image de Yinka Shonibare qui rejoue des tableaux de Hogarth et en même temps qui investit tout l'imaginaire de la société victorienne. Donc je dis habiter les représentations, c'est même les représentations de différentes époques, tout en ajoutant un aspect très contemporain et des choses qui effectivement vont créer un espace critique à l'intérieur même de l'image, puisque ça va permettre de renverser les codes de ces représentations, de les questionner et de s'interroger sur ces codes. Voilà. Là, c'est également Yinka Shonibare dans une série de photographies où il reprend à la fois l'imaginaire cinématographique du film, le portrait de Dorian Gray, et puis le récit d'Oscar Wilde que j'analyse aussi dans le livre comme une histoire de tableau vivant, hein, parce que c'est un tableau réellement vivant. Celui qui n'est pas vivant, c'est Dorian Gray, je veux dire, qui se fige et qui s'arrête de changer. Mais le tableau, il est vivant et il est inquiétant, en revanche, puisque c'est une image beaucoup plus réelle que celle que plus que ça. Il est comparé à une, je ne sais plus, enfin, un cadavre dans une tombe pleine d'eau. C'est vraiment des images qui sont assez horribles et qui mettent l'accent sur justement cette opposition, hein, entre l'apparence et le réel. Alors on est dans le tableau vivant entre ces deux aspects. Alors je ne vais pas tout détailler évidemment là. Je voulais néanmoins parler peut-être pour finir de Roland Barthes qui est assez présent dans le livre parce qu'il s'est intéressé, comme je vous le disais, au tableau vivant. Alors, il en est question à différentes reprises, hein, de Barthes, autour de Diderot, Brecht, Eisenstein, mais aussi dans la partie qui traite de la photographie du 19e et notamment de la photographie à de l'époque victorienne, où on a ces figures bien souvent de jeunes femmes endormies. Alors, Barthes, dans Sade, Fourier, Loyola, ça c'est un des... compare... C'est un ouvrage de 71. On raconte quelque chose d'un peu étrange, hein, puisqu'il explique qu'enfant, l'auteur de ces pages, donc lui, a assisté lors de ventes pieuses de charité à des tableaux vivants, et notamment La Belle au bois dormant, etc. Et il ne savait pas que ce divertissement était de la même essence fantasmatique que le tableau sadien. Alors bon, est-ce qu'il va vraiment pousser un peu l'écart entre les deux aspects très, très loin en rappelant cette scène? Est-ce qu'elle est vraie ou non? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, il fait ce rapprochement.
Et il revient sur cette idée selon laquelle l'endormissement de la Belle au bois dormant, c'est le prototype mythique du tableau vivant dans La Chambre claire, où il est question à différentes reprises du tableau vivant. Alors, pourquoi l'endormissement de la Belle au bois dormant? Parce que, justement, alors ces figures de belles endormies, elles nous placent sur ce registre d'un engourdissement aussi, et non pas de quelque chose où il n'y a pas de mouvement, mais c'est un mouvement qui est très, très, très lent, au fond. Et je crois que le tableau vivant nous place sur ce registre-là. On n'est pas dans l'immobilité. On dit souvent qu'on est dans l'immobilité avec le tableau vivant, mais non. On est justement dans le prototype mythique, l'endormissement de la Belle au bois dormant. Elle est endormie pour 100 ans. Donc, bon. Mais elle se réveille à la fin. Donc, on n'est pas justement dans un registre qui serait la fin. On est dans quelque chose qui est juste avant. Et c'est souvent cela qui revient aussi dans les images. Bon, là, je fais des raccourcis, mais on peut les retrouver. Et il est vrai que l'autre rapprochement que Barthes fait avec dans La Chambre claire avec le tableau vivant, c'est en disant que si de son point de vue, si la photographie touche à l'art, ce n'est pas par la peinture, c'est par le théâtre. Donc là aussi, c'est parce qu'il s'est intéressé au théâtre et qu'il s'intéresse au tableau vivant. C'est par le théâtre la figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts. Alors, en faisant référence au théâtre primitif dans lequel se grimer, c'était se présenter à la fois comme un corps vivant et mort. Et au fond, on a cela dans le tableau vivant. Et il est vrai que... alors c'est assez complexe, les relations que Barthes a fait avec tableau vivant photographie et finalement mais c'est enfin bon, je mets l'accent dans le texte sur le fait qu'au fond on est dans une métaphore de l'image photographique en train de naître dans ces figures de jeunes femmes endormies, parce qu'il y en a plusieurs. Là, j'en montre un exemple, mais... Bon, alors... Et on retrouve Barthes aussi avec l'analyse des images du baron von Gloden dans l'exposition de 78 à Spolète. Alors voilà, au XIXe siècle, des images effectivement qui rendent compte aussi de cette dimension théâtrale et intermédiale du tableau et de cette inscription du théâtre dans les arts visuels. Alors je passe là sur le texte effectivement de Foucault aussi qui est très intéressant et qui met l'accent sur la manière décomplexée dont la photographie de la fin du XIXe siècle utilisait au fond les artifices théâtraux, picturaux et autres, et dont au fond les codes puritains de l'art au XXe siècle ont désavoué tout cela et ont écarté cela. Dès l'époque de Reislander, il est décrié pour faire des photographies au fond auxquelles on ne croit pas. Et cette dimension théâtrale revient en étant totalement assumée et sans poser les mêmes problèmes au XXe siècle avec justement Jeff Wall, Cindy Sherman ou d'autres. C'est un peu l'hypothèse que je mets. Alors il y a aussi un chapitre consacré au kitsch et au camp et au lien que le tableau vivant peut avoir avec ces registres. Et là, on est au début du XXe, et des revues comme le Nu Esthétique qui
qui mettent en scène des nus plutôt féminins. Enfin bon, là, je vous renvoie pour le coup à l'analyse que je peux en faire, qui se rapporte aussi à l'écart qu'il peut y avoir entre la manière de montrer les femmes et de montrer les hommes à cette époque-là. C'est dans un chapitre qui s'appelle justement « Des modèles à l'œuvre », parce que les modèles d'atelier, les théâtres de l'atelier. Les théâtres de l'atelier. Et là, on a une image qui se rapporte à ces théâtres de l'atelier, puisque c'est la mise en scène en tableau vivant du tableau de Jérôme, Freinet devant l'Aréopage, par les élèves de l'Académie Julian. Et bon, là encore, je mets l'accent sur... Ah, mais alors, par contre... Ah oui, voilà. Je croyais que Freinet était coupé. Je mets l'accent sur le changement de registre, c'est-à-dire qu'on a un rapport de pouvoir là quelque peu inégal entre la jeune femme, le modèle, et l'assemblée masculine de jeunes gens qui imitent les juges du tableau de Jérôme, mais en même temps qui nous parlent de la situation du modèle féminin au XIXe siècle. Donc voilà, c'est un petit peu... donc le tableau vivant n'est jamais neutre, même lorsqu'il relève d'un divertissement un peu potache, comme ici. C'est-à-dire qu'il va nous parler du XIXe siècle cette fois. Et lorsqu'il n'est pas réalisé dans un but artistique, mais plutôt dans un esprit parodique et de caricature de l'académisme et peut-être même de l'enseignement des beaux-arts. Vous parliez du monde contemporain, du tableau vivant et du confinement. Ça me fait toujours penser à ces blagues très internet, de voir des tableaux composés dans des images de rixes d'assemblée ou de cours de justice, et les gens s'amusent à dessiner dessus des lignes de composition avec des nombres d'or, comme si finalement c'était un rétro tableau vivant. Je trouve ça appartient de cette même culture de ces réappropriations des images et du rapport mouvement figé, etc. Dans tous les cas, ce livre est là, en nombre. Il y en a plusieurs sur cette table derrière vous, et donc on peut aussi, je crois, en faire l'acquisition, si je ne me trompe pas, et échanger plus directement avec Carole, et même pourquoi pas signer un livre si l'envie lui prend. En tout cas, merci infiniment pour cette rencontre. La semaine prochaine, on parlera d'un autre tableau très vivant, c'est celui des actualités des recherches sur les arts de l'Afrique, avec cette publication chez Citadel et Masneau d'un magnifique volume très savant et en même temps très réussi comme objet, co-dirigé par Yaël Biro, qui travaille ici à l'INHA. Une rencontre modérée par Alexandre Girard-Muscagori. Donc à la semaine prochaine, même heure, même salle. Merci à tous et toutes. Merci.